Si les murs du Kremlin pouvaient parler, ils nous raconteraient les histoires les plus invraisemblables, mais aussi la grande histoire qui s'écrit entre les murs de cette cité longtemps interdite. Quel bâtiment au monde peut se flatter d'avoir hébergé une telle diversité de locataires? Ivan le Terrible, la Grande Catherine, Nicolas II et avant lui tous les Romanov, mais aussi Lénine, Staline, Khrouchtchev, Gorbatchev et Vladimir Poutine. Au fil des siècles, des empires, des révolutions et des républiques socialistes, le Kremlin est resté de marbre, ou plutôt de briques rouges, depuis sa naissance en 1156. Ni Napoléon qui a réussi à l'occuper, ni Hitler qui a tenté de le bombarder, ne sont parvenus à le détruire. Le Kremlin est toujours là, suivi de sa cohorte de mystères et de légendes. Mais ce soir, les portes s'entr'ouvrent et le Kremlin va vous révéler quelques-uns des secrets du plus célèbre et du plus redouté des lieux de pouvoir. « 900 ans d'activités intenses, sous tous les régimes, mais toujours sous la protection de sentinelles au garde à vous. » Le Kremlin est situé en plein cœur de Moscou et c'est une véritable ville dans la ville, un ensemble de bâtiments où se mêlent 6 cathédrales, une caserne, un palais des congrès, 5 palais, un musée, une réserve d'or et de diamants, le tout abrité derrière plus de 2 kilomètres de remparts. Et puis, il y a la place des cathédrales au cœur du Kremlin. Imaginez 6 cathédrales qui se font face, toutes ornées des fameux bulbes en or, au sommet desquels se tiennent les croix orthodoxes, la principale religion du pays. Le Kremlin est la résidence officielle du chef de l'État russe, Vladimir Poutine. Et c'est sous les ors des salles d'apparat du Grand Palais que le président a organisé la dernière cérémonie de son investiture de 2018 qui a fait de lui l'homme fort d'un pays de 147 millions d'habitants. Avant lui, ce sont les empereurs russes qui étaient couronnés dans les 4 salles construites sur ordre de Nicolas Ier au XIXe siècle. Vous allez voir la démesure de ce palais de 25 000 mètres carrés, véritable symbole du pouvoir politique et qui a servi d'écrin aux cérémonies les plus prestigieuses de l'histoire du pays. Le 7 mai 2018, à midi précis, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, s'apprête à prêter serment pour la 4e fois dans un cérémonial savamment orchestré. Cette investiture a été mise en scène de façon absolument extraordinaire. C'est aussi, pour Vladimir Poutine, une manière d'affirmer à l'Occident que la Russie, dans sa puissance, dans sa magnificence et dans son rayonnement, est de retour. Ça doit être un cérémonial hors norme. Ça doit avoir du sens et en profondeur. Il a fallu penser à tout, à la représentation du pouvoir, à l'histoire, mais aussi au faste. De son bureau, dans le palais du Sénat, un des endroits les plus fermés du Kremlin, il emprunte les longs couloirs. C'est important de montrer tous ces lieux, ces belles vues qui ne font pas partie des zones autorisées aux touristes, qui sont fermées au public. On dévoile un autre Kremlin. Un Kremlin de 28 hectares, tellement gigantesque que le président s'y déplace en voiture. Ce jour-là, pour la première fois, il dévoile sa toute nouvelle berline de fabrication entièrement russe. L'O-Russe, qui est la contraction du mot or et Russie. Elle serait la plus longue et la plus puissante des limousines présidentielles au monde, avec ses 600 chevaux. Escorté par la cavalerie présidentielle, il se rend au Grand Palais, un joyau de l'architecture impériale russe, où 6000 invités d'honneur, triés sur le volet, l'attendent. Ce grand palais qui écrase aussi par ses dimensions, par son faste. Certaines personnes diraient même surchargé d'or. Les grandes portes en or du Kremlin qui s'ouvrent, le nouveau président entre dans ces salles
Il les traverse. Peut-être un clin d'œil de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans la salle du trône de l'Empire, il prête serment sur l'estrade même des trônes impériaux qui sont, à cette occasion, dissimulés derrière des dentures. Main sur la Constitution. Son discours prononcé, 30 salves d'artillerie sont données. Le nombre maximal dans la hiérarchie des honneurs militaires. Alors que l'étendard est hissé sur la résidence officielle de Vladimir Poutine, le président emprunte un parcours qui permet de découvrir pour la première fois les salles des différents palais ancestraux du Kremlin. Il passe par le couloir qui mène au palais à facettes, puis il emprunte l'escalier d'honneur, le perron rouge, pour aller voir le régiment présidentiel. C'est ce même escalier que les tsars empruntaient lors de leur couronnement sur la place des cathédrales. C'est un régime présidentiel, mais qui a certains côtés qui évoquent clairement ses prédécesseurs monarchiques. Un lieu unique, témoin de l'histoire. Toutes les salles d'apparat du Grand Palais se distinguent par un luxe hors du commun. Et c'est probablement un des plus beaux palais au monde. Ce sont des formats Galerie des Glaces. La plus grande salle, la salle Saint-Georges, mesure 60 mètres de long, 19 mètres de large et 17 mètres de hauteur, soit 1250 mètres carrés. Elle doit son nom à l'ordre de Saint-Georges, la plus haute distinction militaire créée par l'impératrice Catherine la Grande en 1769. Sur les murs en marbre de Carrare, gravés en or, plus de 11 000 noms d'officiers et généraux décorés de l'ordre Saint-Georges, dont les noms étaient déposés dans ce coffret par décret de l'empereur. Dans la salle Saint-Georges, chaque lustre pèse 1200 kilos. Et il faut en permanence veiller à ce que toutes les ampoules fonctionnent. Et ce sont 2 électriciens à temps plein qui s'en occupent. À l'intérieur, c'est une quantité de matériaux précieux extravagante. Une des choses d'ailleurs pour lesquelles les Russes sont particulièrement doués, ce sont les parquets. Ici, de nombreuses essences de bois. Noyer, cerisier, acajou, bouleau, ébène, pommier ou encore poirier. La salle de l'ordre Saint-Alexandre est nommée en l'honneur d'Alexandre Nevsky. Cet ordre est attribué aux militaires, mais aussi aux civils, aux personnes, aux citoyens qui ont rempli un rôle important pour le pays. Le plafond arbore des aigles impériaux, ou encore l'étoile de l'ordre Saint-Alexandre, qui figure aussi sur les poignées de porte qui mènent à la salle Saint-André. Les colonnes de marbre blanc rehaussées de décors floraux. Les monumentales portes sculptées. Tout ici est entièrement doré à la feuille d'or et dans un but bien précis. L'emploi de l'or dans les décors anciens n'est pas seulement, il faut le rappeler ici, l'expression de luxe ou de richesse. À l'époque où il n'y a pas de lumière électrique et seulement de la lumière de bougie, eh bien, l'or démultiplie l'effet lumineux des bougies. C'était la même chose à Versailles, c'est la même chose à Moscou. Dans la salle Saint-André, qu'on appelle aussi la salle du trône, il y a 3 trônes. Celui de l'empereur, celui de son épouse l'impératrice, et le 3e pour la mère de l'empereur. Ici, ce sont les trônes des derniers Romanov qui ont régné sur la Russie. Nicolas II, l'impératrice Alexandra et la reine-mère, Maria Fyodorovna.
Au-dessus du dais impérial, l'œil de la Providence qui symbolise Dieu surveillant les hommes. Sur les frises qui longent la nef, 48 blasons qui constituent le titre complet du tsar et la croix de l'ordre de Saint-André, avec l'apôtre crucifié. Saint-André, le premier nommé, comme on l'appelle en russe, c'est l'ordre qui est l'équivalent, je dirais, de l'ordre du Saint-Esprit pour le Royaume de France et de l'ordre de la Jarretière pour le Royaume britannique. De cette salle époustouflante, on entend sonner au loin l'horloge de la plus célèbre des 20 tours qui ponctue la muraille du Kremlin. La tour Spasskaya. Sa silhouette majestueuse, haute de 70 mètres, domine la place Rouge depuis 1491. C'était la tour d'abord d'entrée officielle dans le Kremlin. C'est par là qu'on pénétrait. C'était des tours portes. Cette tour s'appelle la tour Spasskaya, c'est-à-dire la tour du Sauveur ou du Saint-Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il y a une icône du Christ qui est enchâssée dans l'architecture au-dessus de la grande porte. Tour quasi sacrée pendant la période tsariste, à l'époque, chacun doit s'incliner devant l'icône avant de pénétrer dans l'enceinte du Kremlin. Pendant la période soviétique, elle est recouverte d'une couche d'enduit. Et ce n'est qu'en 2010 qu'elle est restaurée et la tradition à nouveau de mise. Quand il y a le fameux défilé militaire sur la place Rouge, le ministre de la Défense, dans sa limousine, il sort de cette porte pour faire le tour des troupes. Il se décoiffe quand il passe par la porte de Kremlin. C'est une sorte du respect qu'on donne au Kremlin. C'est la seule tour du Kremlin dotée d'une horloge. Une horloge à 4 faces qui est devenue la voix du Kremlin et de la Russie tout entière. Pour nous, le carillon du Kremlin, c'est un peu l'horloge de notre vie. On vit avec ce carillon du Kremlin. À la radio, les journées commençaient, je crois, à 7 heures du matin avec ce son des carillons du Kremlin qui battaient. Donc on le connaissait jusqu'au fin fond de l'Empire soviétique. Cette tour indique l'heure depuis 600 ans. Au fil des siècles, les mécanismes sont remplacés et modernisés jusqu'à obtenir sa version actuelle et ne plus jamais être modifiés. Ce mécanisme que vous voyez là-dessous a été créé par les frères Boutionop en 1851. Donc, voici le cœur qui bat, la pendule qui balance. Là-bas se trouve la roue de course, le galet. Comment vous dire? C'est donc par ce rouage que le temps est compté et ensuite, grâce à un système à roues, tout est transmis un étage plus bas où se trouve un mécanisme de redistribution suffisamment puissant qui, lui, à son tour, redistribue aux 4 cadrans. L'ensemble du mécanisme, ainsi que les cloches qui y sont reliées, occupe les 3 étages de la tour et pèse 25 tonnes. Symbole du Kremlin, la tour Spasskaya marque les moments importants de la nation. C'est elle qui donne le coup d'envoi du réveillon chaque année à travers tout le pays. Là où s'élève aujourd'hui le Kremlin, s'élevait auparavant une toute autre forteresse médiévale dont l'histoire remonte à plus de 900 ans. Au XIIe siècle, le Kremlin n'est qu'une petite citadelle fortifiée en bois, comme il en existe tant d'autres en Russie. Des citadelles appelées communément Kremlin. Celui de Moscou n'est pas encore le centre du pays, la Russie n'étant alors qu'un ensemble de principautés. Au XVe siècle, un homme décide d'unifier les peuples et d'agrandir son territoire. Ivan III, dit Ivan le Grand, est en effet celui qui fonde l'État russe, au cours d'un long règne guerrier de 43 ans.
Il fait alors de Moscou la capitale du pays et le Kremlin devient sa résidence officielle. Et pour asseoir sa légitimité, le prince fait alors un mariage intéressé. Nous sommes le 12 novembre 1472, au cœur du Kremlin, à Moscou. Ivan III épouse Sophie Paléologue, la nièce du dernier empereur byzantin. La jeune femme, alors âgée de 17 ans, apporte comme dot à la Russie l'emblème de sa famille, l'aigle à 2 têtes qui devient le symbole national. Lorsque la jeune princesse s'installe au Kremlin, elle découvre une forteresse entièrement en calcaire, endommagée par un siècle d'intempéries et d'incendies à répétition. La nouvelle tsarine lance alors des grands travaux de rénovation avec un style plus moderne et européen. Elle a fait venir les architectes italiens qui ont construit ces murs de briques rouges que nous connaissons aujourd'hui. Cette décision de faire appel à des architectes italiens s'expliquait à l'époque d'abord parce que ils étaient spécialistes dans l'architecture des fortifications. Et c'est pour cela d'abord qu'on a fait venir des architectes italiens. C'est aussi pour construire la muraille, qui devait protéger le Kremlin. Ce sont des murs qui sont faits à l'époque de la Renaissance italienne. Si vous allez à Milan, vous trouverez là-bas Palazzo Sforza, le palais de Sforza, qui est entouré exactement par le même mur, en briques rouges, avec ses queues d'hirondelles très typiques qu'on voit à Moscou. Plus d'1 millier de queues d'hirondelles, dits des merlons, jalonnent les remparts du Kremlin sur une longueur de 2 km et 235 mètres. Les murs peuvent atteindre 19 mètres de hauteur et ils sont ponctués de 20 tours. Les tours que construisent ces architectes, elles ont un caractère italien. C'est avec ses successeurs qu'on mettra ce qui s'appelle le chatior, c'est-à-dire cette espèce d'aiguille qui domine certaines tours, qui se rattache à une architecture assez russe. En 1491, Ivan III décide de la construction d'un palais au milieu du Kremlin. En seulement 4 ans, le palais à facettes sort de terre. Le palais de facettes, c'était la partie la plus grande qui servait à des réceptions, à des grands dîners, à des grands repas, à des négociations. On appelle le palais à facettes parce qu'il a des bossages qui ont une espèce de forme pyramidale. Avant d'arriver dans la salle d'audience du prince, les invités sont saisis et éblouis par les dorures des pilastres et les portes de cette pièce autrefois éclairée à la bougie. Ils empruntent le vestibule, appelé l'entrée sacrée, en raison des peintures bibliques nichées sous les ogives de la pièce. Arrive alors la salle d'audience, où seuls les nobles de la cour triés sur le volet, ainsi que les ambassadeurs, peuvent dîner. Une salle de 500 mètres carrés, 9 mètres de hauteur et une seule colonne centrale. Le sol, lui, est recouvert d'un gigantesque tapis au motif d'arabesques colorées. Dans cette salle, le tsar est toujours assis dans l'angle est de la pièce pour être au plus proche du paradis, selon la tradition orthodoxe. L'empereur siégeant presque seul, à une table sur une estrade surmontée d'un dais. Toute la grande argenterie était présentée sur de grands buffets qui entouraient la colonne centrale de la salle principale du palais à facettes. On peut bien imaginer que les autres étrangers qui venaient dans cette
grande salle qui était reçue par le tsar de la Russie qui était assis sur son trône, était ébloui par la beauté de la salle qui devait montrer à ses hôtes la puissance du pays où ils sont. Aujourd'hui, cette salle du Palais des Facettes continue d'accueillir des cérémonies officielles et même quelques dîners d'État, comme ici avec Vladimir Poutine en 2017. Après le prince Ivan III, un autre souverain va marquer de son empreinte le Kremlin. Ivan IV, surnommé Ivan le Terrible. Le 16 janvier 1547, ce grand prince se fait sacrer tsar, qui est en fait une déformation de César en russe. Ivan le Terrible est vraiment le premier tsar. Là, on est en 1547, donc il a 17 ans, il est encore très jeune, et il fait faire cette cérémonie qui est calquée complètement sur la cérémonie du couronnement byzantin. La coiffe qu'Ivan le Terrible dépose alors sur sa tête devient le symbole du pouvoir monarchique en Russie. C'est la chapka de Monomaque, qui, d'après la légende, aurait été reçue d'un de ses ancêtres byzantins. Alors évidemment, c'est une légende. C'est une œuvre d'orfèvrerie mongole qui date du XIVe siècle, donc qui est bien postérieure, surmontée d'une croix. Bon, il fallait quand même un symbole chrétien et qui repose sur un bonnet de fourrure et qui, évidemment, est toujours conservé dans les musées du Kremlin. Donc il reçoit la couronne, on l'arrose, enfin on lui verse des pièces d'or et donc on le fait 3 fois, ce rite. Le tsar Ivan le Terrible est un souverain réformateur qui modernise alors la Russie. Il veut que son pays se hisse au niveau de l'Occident. Et c'est aussi lui qui mène la conquête de nouveaux territoires, comme la colonisation de l'immense Sibérie. C'était sans doute un grand stratège, un grand politique qui a fait agrandir la Russie. On peut dire que c'était un souverain sage il a beaucoup embelli son Kremlin et il a véritablement été tourné vers le monde extérieur. Après 13 ans de mariage, un terrible événement vient bouleverser le tsar. Sa femme, Anastasia, tombe subitement malade et meurt durant l'été 1560. Persuadé qu'elle a été empoisonnée, Ivan IV devient alors incontrôlable. Il est certain que c'est une rupture de la personnalité, car immédiatement après, on voit cette personnalité devenir non seulement sombre, mais enfin, c'est un homme cruel. Il n'hésite pas à donner des hommes en pâture à des ours, au motif que voilà, il faut divertir son entourage. On a de multiples exemples de cette violence presque sadique, pourrait-on dire. C'est une histoire terrifiante. Et le Kremlin était un lieu de terreur. Il a fait peur à tout le monde. Paranoïaque, il commet même l'irréparable, le 16 novembre 1581, et tue son propre fils, âgé de 27 ans, au Kremlin. L'histoire donne 2 versions de cet infanticide. D'après une première version, le fils d'Ivan le Terrible lui dit « Donne-moi le commandement des armées et je vais aller délivrer Pskov ». Et Ivan le Terrible a un réflexe de colère en disant « Tu veux prendre le pouvoir à ma place ». Et il frappe son fils à la tempe avec son sceptre. Alors l'autre version, c'est que le fils, donc, a une femme qui est enceinte et Ivan le Terrible fait irruption dans les appartements privés de son fils, voit cette femme qui est on va dire, déshabillée, ce qui est un peu normal, d'autant plus qu'elle est proche de son terme, et une dispute s'engage. Le fils essaie de s'interposer et reçoit donc ce fameux coup de sceptre qui fait qu'il meurt quelques jours plus tard. Alors qu'il vient de tuer l'héritier du trône, le tsar craint la sentence divine. Très croyant, il se réfugie alors dans la religion pendant toute la fin de son règne et ordonne même qu'on le réveille en pleine nuit pour prier. Toute la cour est alors obligée d'assister à des offices interminables.
Ivan le Terrible meurt à l'âge de 53 ans, le 25 août 1584, à Moscou, d'un accident vasculaire cérébral, alors qu'il jouait aux échecs. Son corps repose dans la cathédrale de l'Archange Michel, qui est située au milieu du Kremlin. C'est ici que sont réunies les sépultures de tous les grands princes et tsars de toutes les Russies. C'est en 1505 que cette cathédrale du Kremlin devient la nécropole royale. 46 tombeaux, tous recouverts d'une protection de bronze. Celui d'Ivan le Terrible se trouve à droite de l'iconostase de la cathédrale, cette cloison couverte d'icônes qui sépare le clergé des fidèles. À ses côtés, le tombeau du fils qu'il a tué. Seuls les hommes reposent ici pour l'éternité. Les femmes, elles, ont droit à un autre traitement au sein du Kremlin. Au XVIe et XVIIe siècle, la situation des femmes en Russie n'est pas très enviable. Et celle des tsarines ne l'est pas forcément non plus. Être la femme du tsar ne donne pas de véritables droits, et les interdits sont nombreux. Il lui est interdit, par exemple, de sortir du Kremlin par peur de la magie noire. Malgré toutes ces contraintes, de nombreuses familles tentent de présenter leurs filles à la cour du Kremlin. On a presque une sorte de concours des épouses. Elles sont les plus jolies femmes, jeunes filles, sont appelées par un édit du tsar et on doit conduire sa fille ou sa nièce pour être ainsi présentée aux émissaires du tsar et ensuite au tsar lui-même. Pour être l'élu, les jeunes filles se parent de leurs plus beaux atours, car seuls 6 ou 7 sont ensuite reçus par le tsar en personne et une seule est choisie. Une fois mariée, la jeune tsarine s'installe au Kremlin où elle peut faire venir sa famille. Elle loge alors avec sa cour, composée d'une 50aine de servantes, à l'écart des hommes, dans un palais qui lui est entièrement dédié. En effet, derrière le palais à facettes existe encore aujourd'hui ce qu'on appelle parfois ou la salle d'or ou le palais doré des tsarines, qui était une espèce d'appartement dans lequel elles étaient plus ou moins reléguées. Elles avaient d'ailleurs une église particulière à part, surmontée de toute une série de petites coupoles. Sous ces 11 coupoles en bulbe doré à leur fin, le palais doré de la tsarine est l'un des plus anciens édifices du Kremlin, et donc de Moscou. Voilà pourquoi il a fallu, il y a 3 siècles, consolider ses murs et ses plafonds sur lesquels des fresques ont été réalisées. Les peintures murales rassemblent les portraits et la vie des tsarines les plus célèbres qui se sont succédées au Kremlin. Les femmes étaient enfermées et quand elles ne convenaient plus au maître de séance, eh bien, c'était le couvent, dans le meilleur des cas, quand on ne s'en débarrasse pas encore plus violemment. Celles qui ont la chance de pouvoir rester au Kremlin ont l'obligation de quitter le palais doré pour vivre dans des izbas, des petites maisons en bois. Il n'en reste plus une seule aujourd'hui. Ce sont d'ailleurs ces petites maisons qui ont inspiré le tsar Michel Ier pour la construction, au cœur du Kremlin, de ce petit palais. En 1635, le fondateur de la dynastie des Romanov supervise avec des architectes russes la construction du palais des Terem, qui signifie logement en grec. Véritable antre du pouvoir, c'est aujourd'hui encore l'un des lieux les plus secrets du Kremlin. Ici, le tsar travaille et reçoit en audience. Les invités et les nobles empruntent cet impressionnant escalier rouge. Sur le chemin, ils passent inévitablement devant ces statues de lions qui tiennent dans leurs griffes le monogramme du tsar. Le décor chargé et les couleurs impressionnent, mais pas autant que ces lions en pierre qui tiennent dans leur gueule la pomme du silence, comme pour bien leur rappeler que tout ce qui se dit au Kremlin doit rester au Kremlin.
Les 4 pièces d'apparat du tsar se succèdent ensuite en enfilade. Et leurs influences sont variées, car on y trouve des griffons ailés, des aigles bicéphales, le tout au milieu d'arabesques et de motifs de style Renaissance. La Russie a subi le joug des Tatars pendant 2 siècles et demi, et donc l'influence a joué, un peu orientale, si vous avez l'impression d'être dans un palais d'un émir ou d'un maharaja, si vous voulez. Il y a un côté de palais un peu féerique. La chambre du tsar est attenante à son cabinet. C'est dans ce lit à baldaquin de seulement 1,50 m que le monarque se repose en position assise. La position allongée étant réservée aux morts. Vivre tout le temps dans un décor pareil et garder un mode de rapport normal avec le monde environnant qui quand même ne ressemblait pas du tout à ça, devait créer des contrastes un peu étranges et peut expliquer une certaine forme de psychologie de la part des dirigeants russes, qui sait. Lorsqu'il naît au Kremlin le 9 juin 1672, le jeune Pierre Ier est loin de s'imaginer qu'à seulement 10 ans, c'est lui qui va succéder à son père, le tsar Alexis Ier. D'abord sur le trône, avec son frère Ivan V, Pierre Ier s'empare de la totalité du pouvoir à ses 17 ans. Et c'est lui qui devient en 1721 le tout premier empereur de toutes les Russies, le célèbre Pierre le Grand. Grand par sa taille, car le souverain mesure 2 mètres, et grand par les réformes et la modernisation du pays qui s'enclenchent sous son règne. Mais l'empereur garde un souvenir amer de son enfance au sein du Kremlin. Il n'aime pas ce palais et il va le faire savoir. Le jeune Pierre le Grand a des raisons de ne pas aimer le Kremlin. Cette maison, ces palais, ne lui évoquent rien de bon. Et très vite, il va vouloir s'en détacher. Ce Pierre a eu, comme Ivan le Terrible, une enfance dramatique, puisqu'il a vu les membres de sa famille jetés du haut du Kremlin sur des lances. Enfin, tout ça, il a vu beaucoup de sang autour de lui dans son enfance, ce qui aussi a marqué sa personnalité. Au-delà des tragédies auxquelles il a assisté, Pierre le Grand reproche à ce Kremlin d'être aussi le siège d'un pouvoir traditionnel, obscurantiste, qui ne veut pas évoluer. Le jeune souverain a des ambitions plus modernes, à l'image de ce qui se fait dans les cours européennes. En 10 ans seulement, Pierre le Grand fait construire de toutes pièces, sur les bords de la mer Baltique, la ville de Saint-Pétersbourg. En 1712, le souverain va encore plus loin, en transférant le pouvoir et le titre de capitale de la Russie à Saint-Pétersbourg. Le Kremlin et la ville de Moscou ne comptent désormais plus pour Pierre. Ça a failli être la fin du Kremlin, parce que son objectif était de se déplacer, d'avancer géographiquement, physiquement, vers l'Europe. Mais pour gouverner tout son peuple, il ne peut pas définitivement rayer de la carte Moscou, et plus précisément le Kremlin, qui est alors le cœur du pouvoir religieux en Russie. Voilà pourquoi tous les ans, et un peu malgré lui, il y revient pour commémorer des grandes fêtes religieuses. Fêtes au cours desquelles il aime affirmer son pouvoir, mais aussi sa folie aux yeux de tous. Alors, à la fin de chaque carême, il aime parader dans des bateaux luges qu'il a imaginés et qui sont tirés dans les rues de Moscou. Après la mort de Pierre le Grand en 1725, 4 femmes se succèdent à la tête du pays. La plus célèbre et la plus flamboyante est Catherine la Grande. Elle n'avait pas une goutte de sang russe, et de surcroît, elle avait pris le pouvoir en détrônant son propre mari. Qui est assassiné quelque temps après, alors elle jure qu'elle n'y est pour rien, mais bon, on a du mal à la croire. Et donc elle est pressée de se faire couronner.
C'est au Kremlin, le 13 septembre 1762, qu'elle devient impératrice de toutes les Russies, dans une tenue spectaculaire. L'impératrice portait le grand manteau doublé d'hermine qui est encore visible aujourd'hui au Kremlin de Moscou. Beaux vêtements, bijoux, tiares, tout ruisselait d'or et de diamants. Mais l'accessoire qui marque tous les esprits est la couronne du sacre. En à peine 2 mois, les joailliers suisses Posier et Eckart réalisent une pièce unique au monde, un véritable chef-d'œuvre qui devient le nouveau symbole du pouvoir, bien loin des vieilles chapkas de monomaque d'autrefois. Une couronne qui respecte strictement les consignes exigées par la souveraine, à savoir ne pas dépasser les 2 kilos, car la cérémonie dure 4 heures. Le résultat dépasse ses attentes. 72 perles, 4936 diamants et une spinelle rouge au sommet qui pèse 400 carats. Cette couronne est depuis portée par tous les empereurs qui succèdent à Catherine la Grande jusqu'à la fin de la monarchie en 1917. Elle est conservée dans ce que les Russes appellent le Almazny Fond, c'est-à-dire le fond des diamants, que nous traduirions en français peut-être par les bijoux de la couronne, qui sont conservés dans une énorme chambre forte qui est au sous-sol du Palais des Armures. Il dépend de la Banque nationale de Russie, parce que les joyaux de la couronne sont une garantie de la monnaie russe, comme l'or de la Banque de France devrait être une garantie de la monnaie française. Depuis 1991, la couronne est déclarée inestimable. Et il est interdit de la sortir du Kremlin, sauf sur ordre personnel du président, en cas de force majeure. Catherine II marque les esprits et l'histoire. Despote éclairée et souveraine ouverte à la culture étrangère, elle admire les grands auteurs français comme Voltaire ou Diderot qu'elle reçoit. Mais un homme vient bouleverser les relations entre la France et la Russie. En 1812, Napoléon, alors empereur des Français, décide d'envahir le pays, dirigé alors par le tsar Alexandre Ier. Le 7 septembre 1812, l'armée russe perd 35 000 hommes lors de la bataille de la Moskova, à une centaine de kilomètres du Kremlin. Napoléon pensait que les Russes allaient livrer une deuxième bataille pour défendre Moscou, la capitale historique de la Russie. Et pourtant, le généralissime russe, Kutuzov, décide de traverser tout simplement Moscou et d'abandonner la ville aux envahisseurs français. C'est donc dans une ville totalement vide, quasi morte, que Napoléon et ses hommes arrivent. Qui va là? Les Russes ou les nôtres? Les nôtres! Les Français! Impressionné par la taille des murs du Kremlin, Napoléon décide de s'installer dans ce palais du tsar qu'il pense avoir vaincu sans difficulté. Il y voit le signe évidemment de sa victoire et il est convaincu que le tsar, qui a donc un genou à terre puisque Moscou est tombé entre guillemets, que le tsar va négocier. Mais les Russes ont en fait tendu un piège à l'empereur français. Il y a à Moscou un gouverneur qui s'appelle Fédor Rostopchine, le père de la future comtesse de Ségur, qui lui décide, bien sûr, de se retirer de la ville, mais aussi de vider Moscou de sa population. En même temps, Rostopchine décide de supprimer les pompes à incendie, d'évacuer les pompiers de Moscou, et après avoir ouvert les prisons, il promet la grâce, des primes, des avantages aux prisonniers s'ils mettent le feu à la ville. Les Russes pratiquent alors la politique de la terre brûlée, qui consiste à embraser Moscou grâce à un gigantesque incendie dont les flammes ne tardent pas à encercler le Kremlin où se trouve Napoléon.
son état-major le presse d'évacuer. Alors évidemment, lui, dans un premier temps, ne veut pas en entendre parler. Et puis finalement, il va être convaincu par la vision qu'il a sous les yeux. Il passe beaucoup de temps sur les terrasses de son palais à regarder brûler Moscou. Une fois l'incendie maîtrisé par l'armée française, Napoléon revient au Kremlin et s'installe dans le palais à facettes. Il y organise ses appartements privés et son quartier général. Bien sûr, le gouvernement continuait à fonctionner à Paris, mais un certain nombre de décisions devaient être, de par la Constitution, signées par l'empereur. Et donc, on lui envoyait des papiers à signer qu'il recevait au Kremlin. On peut dire que les affaires de la France ont été dirigées du Kremlin pendant une trentaine de jours. Si Napoléon gouverne sereinement, ses soldats s'octroient tous les droits dans un Moscou qu'ils considèrent à eux. Là-dessus va s'ajouter le pillage de Moscou et également du Kremlin, avec des trafics qui vont s'installer entre soldats qui volent, qui s'emparent d'objets d'une très très grande valeur. Napoléon, vexé de ne recevoir toujours aucun signe de capitulation de l'empereur russe, ordonne un dernier acte de sabotage. Napoléon, qui était furieux évidemment du sort que Alexandre lui avait réservé, a voulu détruire le Kremlin. Il a ordonné au maréchal Mortier, duc de Trévise, d'installer des mèches pour dynamiter Moscou. Heureusement, le jour quand Napoléon a quitté le Kremlin, il pleuvait très fort et la poudre était mouillée. C'est pour ça que une bonne partie du Kremlin est restée quand même, mais il a eu des dégâts très importants, très importants. Le 19 octobre 1812, Napoléon quitte le Kremlin. Obligé de reprendre le même chemin qu'à l'aller, il découvre une route dévastée et s'enfonce dans l'hiver glacial. La Grande Armée perd 200 000 soldats et 190 000 sont faits prisonniers par le général Koutouzov. Ce qu'il n'a pas compris, au fond, c'est qu'il n'avait pas pris le Kremlin. On lui avait livré, on l'a attiré au Kremlin, et ça a été sa défaite. Bien que fortement endommagé, le Kremlin sort victorieux et consolide encore plus sa réputation de forteresse imprenable. Il faut à présent la reconstruire et lui donner encore plus de lustre. Et c'est l'empereur Nicolas Ier, en 1837, qui ordonne des travaux exceptionnels et fait construire le Grand Palais. Ce que Nicolas Ier a voulu, c'est aussi, d'une certaine façon, prendre sa revanche sur l'occupation du Kremlin. Et il a voulu conforter, installer son pouvoir en partie au Kremlin. Alors c'est une structure très impressionnante, 700 pièces, 25 000 mètres carrés, énorme, qui en fait englobe aussi un certain nombre de palais, dont le palais des Thérèmes, qui englobe aussi des églises. Le Grand Palais, construit par Constantin Thon, domine le Kremlin et fait face à la ville sur 125 mètres de long. Les salles qui le composent sont tellement gigantesques que les fenêtres ne pouvaient pas monter, je dirais, d'un seul tenant, et que donc, de l'extérieur, il a l'air d'être constitué de 3 étages, alors qu'il est seulement constitué de 2. C'est la résidence des empereurs quand ils venaient de Saint-Pétersbourg à Moscou pour telle ou telle occasion. Elle était logée là-bas. Alors c'est une partie, je dirais, résidentielle du Kremlin. L'épouse de Nicolas Ier, l'impératrice Alexandra Fyodorovna, possède des appartements somptueux au sein du Grand Palais. C'est dans ce lit étroit qu'elle se repose, seule, car à l'époque, les souverains font chambre à part. Et c'est par une porte dérobée, au fond de sa chambre, qu'elle peut rejoindre son boudoir privé sans être vue de ses domestiques.
Ce petit salon, conçu pour le repos et l'intimité, accueille en 1841 l'impératrice Maria Alexandrovna et son mari, l'empereur Alexandre II. Sur la cheminée en malachite de l'Oural, encadrée de ses 2 sirènes en bronze, repose une pendule française de l'horloger Mathieu. Son cadran indique les phases lunaires, les signes astrologiques, les jours et l'heure. La famille impériale dispose au Grand Palais de tout le décor nécessaire qui leur permet d'asseoir leur grandeur aux yeux de leurs invités et du monde entier. Le soir, la pièce est éclairée par ce lustre. Des fleurs, des fruits exotiques et surtout des ananas en porcelaine y sont suspendus. Fruits rares en Russie, ils symbolisent l'hospitalité. Chaque empereur fait désormais du Grand Palais le lieu de la fête et de la démesure, plus que celui de la politique. Il y a beaucoup de bals, il y a beaucoup de cérémonies, de réceptions. Et effectivement, il faut que toutes ces dames et ces messieurs puissent danser la polonaise ou le quadrille dans les ors du Kremlin. Depuis la fin de la monarchie en 1917, les appartements privés de la famille impériale sont restés inhabités. Les salons d'apparat du Grand Palais, témoins historiques de la démesure du Kremlin d'antan, servent aujourd'hui aux cérémonies officielles entre chefs d'État. Comme ici avec Vladimir Poutine et François Hollande en 2013. Mais le Kremlin abrite aussi l'autre homme fort de la Russie, le patriarche, le chef de l'Église orthodoxe russe. Voilà pourquoi dans l'enceinte du Kremlin brillent aussi 38 coupoles dorées qui coiffent les 6 cathédrales érigées dès le XVe siècle sur ordre du tsar Ivan III. Parmi elles, la cathédrale de la Dormition, le plus vieil édifice de Moscou. Elle a été construite en 1479. C'est à l'intérieur de cette cathédrale que les tsars sont couronnés. Mais la cathédrale privée des souverains est celle de l'Annonciation, où les icônes religieuses recouvrent la totalité des murs, autant de fenêtres entre le monde visible et le monde invisible. Au centre de la citadelle du Kremlin, la place des cathédrales est un lieu unique. Des églises orthodoxes se côtoient, reconnaissables pour la plupart à leur dôme orné d'une croix. Une variante de la croix chrétienne qui en conserve la forme tout en ajoutant une petite barre horizontale inclinée au-dessous. En février 2013, le président Vladimir Poutine rappelle le lien étroit que le pays et tout son peuple entretient avec la religion. Ce jour-là, à ses côtés, dans la salle du trône du Grand Palais, sans doute le deuxième homme le plus important du pays, le patriarche Cyril, le chef de l'Église russe. L'Église orthodoxe russe a été, tout au long de son histoire, auprès de son peuple. Elle a partagé ses joies et ses peines. Elle l'a soutenu. Elle a soudé les liens moraux de la société civile, mais aussi de notre État. Dans la configuration byzantine, il y a le tsar, ou l'empereur, et le patriarche, qui vivent dans ce qu'on appelle la symphonie, c'est-à-dire un accord parfait. L'Église, le pouvoir spirituel, et le pouvoir temporel de l'empereur. Depuis la nuit des temps, la foi orthodoxe fait partie de notre culture, fait partie de notre identité nationale. C'est-à-dire, ça donnait encore plus de force au pouvoir de souverain. Au centre de la place des cathédrales se dresse, sur 81 mètres de hauteur, le clocher d'Ivan le Grand, le plus haut du Kremlin.
Construit en 1508 par l'architecte italien Bonfriasine, l'édifice porte le nom du tsar, qui à l'époque règne sur l'Empire russe. Ivan le Grand souhaite alors renforcer le pouvoir de l'Église. Moscou a vocation à être la troisième Rome éternelle et donc à incarner finalement l'héritière de la chrétienté byzantine. Donc cela, évidemment, cela va renforcer la dimension religieuse de Moscou, en faire un phare de la chrétienté. Depuis 26 ans, Constantin Michourovski est en charge des 34 cloches réparties dans les 2 tours du campanile. La plus lourde d'entre elles pèse 65 tonnes. Accompagnés d'autres carillonneurs, ils suivent ensemble les directions du chef d'orchestre qui officie au pied de la cathédrale de la Dormition. Ce n'est pas juste un clocher d'église, c'est comme un grand phare au centre du Kremlin, une tour de garde. Et moi aussi, je me sens un peu comme une sentinelle. Je vois Moscou tout aux alentours. Pour ce lieu unique, il faut un son unique. Les visiteurs du Kremlin comprennent tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une musique froide de musée, mais un moyen de faire résonner l'histoire du Kremlin, et ce, grâce à un ensemble vivant. Et ça a une très belle sonorité. Le clocher d'Ivan le Grand est bien l'épicentre du Kremlin, mais aussi celui de Moscou. Un décret impérial interdit d'ailleurs toute construction qui serait plus haute que lui. Un certain Alexandre Menchikov, un homme simple et un des proches de Pierre, décide un jour de faire construire dans son palais à Moscou une église avec un clocher de 2 mètres plus haut que le clocher d'Ivan le Grand. La tour construite mesure 83 mètres. Mais 10 ans plus tard, son clocher est foudroyé et perd 10 mètres. Il est puni par la volonté de Dieu. Pour ne pas défier Dieu, plus personne n'ose alors construire d'édifices plus grands. Ce n'est que dans les années 1950, avec la période soviétique, et puis ensuite dans les années 2010, avec le quartier d'affaires Moskva City, que les gratte-ciels viendront dépasser le célèbre clocher. En Russie, le souverain a un rôle sacré. Il est le médiateur entre Dieu et le peuple. À ce titre, il possède sa propre église privée au sein du Kremlin, une chapelle pour lui, mais aussi pour la famille impériale. Il s'agit de la cathédrale de l'Annonciation. Construite en 1489, cette chapelle sert alors aux cérémonies familiales, au baptême. Même si elle est très influencée par l'architecture de la Renaissance italienne, c'est la seule à être construite par un architecte russe et non italien. À l'intérieur de la cathédrale, les fresques sur fond doré symbolisent le lien entre le trône du tsar et Dieu. Et tout cet environnement chargé et doré permettait d'immerger tout le monde dans cette atmosphère sacrée, entre la terre et le ciel. L'une des choses qui évidemment frappe dans une église orthodoxe et au Kremlin, c'est l'iconostase. C'est un mur d'images, en plus des fresques, qui sépare donc la nef, là, l'endroit où se tiennent les fidèles, du chœur où le prêtre célèbre et en particulier donc consacre le pain, le vin. Donc il y a un aspect mystère qui est très fort. Théophane le Grec a peint ces icônes anciennes de la cathédrale de l'Annonciation avec l'aide d'un jeune moine russe, Andrei Roubliev, qui est devenu par la suite le plus célèbre peintre russe d'icônes religieuses de tout le Moyen-Âge russe. C'est à lui qu'on attribue les icônes des 12 grandes fêtes de la liturgie.
Des liturgies qui, dans la tradition orthodoxe, sont toujours célébrées au son de chants a cappella. Au début de sa construction, la cathédrale de l'Annonciation n'a que 3 dômes. Aujourd'hui, elle en compte 9, tous dorés à leur fin. Toutes les églises du Kremlin sont couronnées de ces coupoles étincelantes. Leur forme en bulbe rappelle la flamme des cierges et la couleur or symbolise la gloire de Dieu. Pour conserver leur éclat, le Kremlin met en place en 1984 une escadrille de rapaces pour lutter contre les oiseaux. Les milliers de corbeaux qui, avec leurs griffes et leurs becs, détériorent les dômes. Alors, une fois par semaine, lorsque le Kremlin est fermé au public, Yulia Karassieva, qui est fauconnier militaire, lance son faucon à l'assaut des oiseaux nuisibles. Quand je viens travailler ici, c'est une chance unique pour moi. Quand je regarde toutes ces coupoles dorées qui brillent, je sais que c'est grâce à notre travail, à nos faucons. Il faut savoir que les corbeaux ont la fâcheuse tendance à jouer en glissant avec leurs griffes sur les coupoles dorées à la feuille d'or. Nos rapaces ici empêchent les corbeaux de faire leur nid. Ils ne font plus que survoler le Kremlin et s'attaquent aux plus petits oiseaux. Donc, il y a moins de nids de corbeaux. Heureusement, parce que les scientifiques disent qu'un nid de corbeau peut engendrer plus de 100 corbeaux. Ils nuisent à notre environnement. Yulia Karassieva travaille au Kremlin depuis 20 ans avec son aigle Alpha. Mais elle dresse aussi d'autres rapaces, comme des hiboux grand-ducs, qui, eux, chassent la nuit. Nous dressons nos faucons pour qu'ils travaillent sur les 27 hectares et demi du Kremlin. S'il va au-delà des murs, je recule et il revient vers moi. Il comprend qu'il ne peut pas voler au-delà des murs de la forteresse. Il n'intervient pas à l'extérieur du Kremlin. Les plus vieux dômes du Kremlin sont ceux de la cathédrale de la Dormition. C'est la plus grande et la plus importante église du Kremlin. Et la première à être construite en pierre en 1475 par un architecte italien originaire de Bologne, Fioravanti. Elle est très importante parce que, outre que c'est la première, c'est aussi celle qui va abriter les grands événements politico-religieux, pourrait-on dire, c'est-à-dire les couronnements, les mariages des tsars. Et donc, de ce point de vue-là, elle atteste aussi un lien extrêmement puissant, étroit, entre pouvoir civil, pouvoir politique et pouvoir religieux. La cathédrale de la Dormition est orientée vers l'ouest. C'est par là que les fidèles entrent. De tout temps, les églises orthodoxes sont construites selon les mêmes règles. L'autel est orienté vers l'est, c'est-à-dire là où se lève le soleil, car c'est à l'est que commence la vie, et c'est à l'ouest que se couche le soleil. Ça n'est pas un hasard si du temps de l'Égypte antique, on enterrait les pharaons sur les rives du Nil en direction de l'ouest. Et c'est bien la même chose dans les églises orthodoxes. Les fresques peintes sur le mur ouest représentent le jugement dernier. La cathédrale de la Dormition est le témoin des grandes heures des couronnements des tsars. 21 s'y sont déroulés. Le dernier des Romanov à être sacré tsar de Russie est Nicolas II en 1896. Dernier monarque de toute l'histoire de la Russie, il monte sur le trône beaucoup plus tôt que prévu, lorsque son père, Alexandre III, meurt à tout juste 50 ans. L'héritier est projeté sur le devant de la scène à seulement 26 ans. Nicolas II n'a pas encore toutes les qualités requises pour diriger l'Empire. Alors, pour faire oublier sa jeunesse et son inexpérience, on décide que son couronnement sera le plus somptueux possible. Le couronnement de Nicolas II fut extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il fut fastueux
dans la tradition des plus grands couronnements, mais également parce qu'il s'inscrit dans une forme de modernité voulue, revendiquée par le pouvoir impérial, avec des illuminations liées à la nouvelle fée électricité que l'on découvre. Tout le Kremlin, tout entier, a été décoré, imaginé, avec des lampes électriques. À l'époque, il n'y avait aucun lampadaire dans les rues, ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, ni dans toute la Russie. Eh bien, ils ont illuminé tout le Kremlin comme un arbre de Noël. Les gens se promenaient et étaient fascinés. Nicolas II s'est couronné comme l'avait fait Napoléon, qui avait couronné Joséphine. Il a retrouvé les gestes impériaux pour marquer véritablement l'importance de son pouvoir dans ce moment dans la cathédrale de la Dormition. On invite évidemment tous les souverains possibles et imaginables, tous les ambassadeurs possibles et imaginables. La splendeur faisait que tout le monde s'associait à cet événement. On n'est plus à l'époque où la Russie était regardée comme un pays de sauvages, on est à l'époque où la Russie est regardée comme le pays le plus puissant qui soit. À la sortie de la cathédrale, les invités sont reçus dans le palais à facettes pour un somptueux festin. Potage de tortue, sterlet du don au champagne ou encore soufflé de foie gras, comme en atteste ce menu en français, alors langue officielle de la cour. Alors que le Kremlin est en fête, une tragédie se prépare à quelques kilomètres de Moscou. Nous sommes le 30 mai 1896, sur le champ de Khodinka. C'est ici que des milliers de moscovites sont conviés pour fêter le couronnement de leur empereur. Très vite, l'information circule. Chaque invité va recevoir un saucisson, du pain d'épices, de la bière et un gobelet en métal émaillé avec les initiales du couple impérial. Sur un très grand terrain, ils avaient installé des tables avec de la nourriture gratuite pour les moscovites. Et malheureusement, il a commencé à y avoir des attroupements qui se rassemblaient la veille au soir. Le lendemain, quand ils ont vu toutes ces chopes, ces bouteilles de vodka, ces gâteaux, ils se sont rués sur ces boissons et plats gratuits en forçant le cordon de la police. Des femmes, des enfants sont présents, tous bousculés et piétinés. Plus de 1389 personnes meurent ce jour-là sur le champ de Khodinka. Alors évidemment, c'est très très gênant pour l'image de ce monarque, d'autant plus que les gens sont superstitieux. Et donc on se dit, voilà, qui est de mauvais augure. Ce drame va laisser une tache indélébile parce que la cour, le cabinet impérial et les grands-ducs décident de poursuivre les réjouissances. Il est prévu le soir une réception à l'ambassade de France. Alors son premier réflexe, c'est d'annuler. Et malgré tout, on lui dit, vu que les Français sont nos alliés, etc., ça ferait peut-être un incident, donc il faut y aller. Et donc il y va, ce qui fait qu'il a l'air de préférer danser et boire le champagne plutôt que de s'inquiéter des victimes. Nicolas II et sa femme sont bien loin des préoccupations du peuple et ils ne sentent pas la révolte qui gronde dans le pays. Insouciant, le couple impérial aime se prendre en photo, comme ici sur le toit du Grand Palais du Kremlin. Du coup, quand la monarchie est tombée, personne ne s'en est étonné. 21 ans après le couronnement et la tragédie de Khodinka, les bolcheviks, qui représentent l'une des deux factions du Parti ouvrier russe, renversent la monarchie. Nicolas II abdique et toute la famille impériale est exilée en Sibérie et enfermée. Le tsar, son épouse, son fils et leurs 4 filles seront fusillés 1 an plus tard par les bolcheviks. Mais début 1917, le destin de la Russie bascule. 3 années de guerre avec les Alliés contre l'Allemagne
La famine, le froid jettent la population dans les rues. Le peuple gronde et la révolution d'octobre voit le jour. Un homme va alors faire son entrée au Kremlin. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Révolutionnaire de la première heure, Lénine fuit la police tsariste et vit caché depuis plus de 10 ans en Europe. Et au moment où la monarchie est renversée en Russie, personne n'imagine alors qu'il sera dans quelques mois le prochain locataire du Kremlin. Lénine était un homme qui était très convaincu de la nécessité de faire une révolution. C'était peut-être le premier responsable politique russe dont l'obsession était de faire une révolution. En 1910, le futur fondateur de l'Union soviétique loge alors dans un appartement du 14e arrondissement de Paris avec son épouse Nadezhda Krupskaya. Camarade de lutte indéfectible, elle est sa secrétaire et c'est ensemble qu'ils forment les futurs cadres du parti. Il écrit beaucoup, et puis il rencontre aussi Inès Armand, qui va devenir presque sa seconde femme. Cette Française, élevée en Russie, qu'il rencontre à Paris, devient une alliée indispensable. Elle l'accompagnera jusqu'au Kremlin et restera sa maîtresse jusqu'à la fin de sa vie. Il a profondément aimé, et son épouse était parfaitement au courant de la situation. Il n'empêche que la relation a toujours été très discrète et que le peuple n'en savait rien. À l'heure où la révolution explose à Saint-Pétersbourg, Lénine, lui, est en Suisse. Alerté par ses camarades, il prend le train pour rejoindre au plus vite la Russie. Après d'âpres combats politiques, Lénine s'empare du pouvoir et rend à Moscou son statut de capitale en mars 1918. Après 2 siècles d'interruption, le Kremlin redevient le centre névralgique du pouvoir, où Lénine décide de s'installer avec le jeune gouvernement soviétique qu'il vient de créer. Mais le guide de la Révolution et ses camarades découvrent un Kremlin laissé à l'abandon et sérieusement endommagé par la guerre et la Révolution. On improvise et on aménage à la fois des bureaux, et évidemment, on a aussi ce style qui se veut très efficace, où on travaille nuit et jour, où il y a des téléphones, où on répond, où on envoie des ordres dans tout le pays. Il y a vraiment la conviction qu'un monde nouveau est en train de se construire et qu'il se construit à partir du Kremlin, dans le palais du Sénat. Dans ce palais historique, construit sous Catherine la Grande, bien loin des ors de la monarchie, Lénine vit avec sa femme, sa sœur, sa belle-mère, dans des appartements où autrefois vivait la cour. Aujourd'hui, pour voir ces appartements, il faut se rendre à 40 km de Moscou, dans la résidence secondaire de Lénine, car longtemps conservés au Kremlin comme lieu mémorial, ils sont démontés et déplacés sur ordre de Boris Yeltsin en 1994. Ici, tout y est exposé à l'identique. Ces 2 étagères tournantes pour livres ont été fabriquées, selon la légende, par des artisans du Kremlin, d'après un dessin de Lénine lui-même. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le célèbre téléphone avec la loupiote qui est sur le bureau. Il faut savoir qu'en 1918, Lénine a été victime d'un attentat. Il en est sorti blessé et a mis du temps à guérir. Et les conséquences de ces blessures lui causaient des fortes migraines à répétition. Et donc, pour que la sonnerie du téléphone ne lui fasse pas mal à la tête, on lui a créé ce téléphone silencieux avec une loupiote pour indiquer les appels. Au Kremlin, Lénine aime manger à des heures précises et toujours en compagnie de sa sœur et de sa femme, qui sont de piètres cuisinières.
L'épouse de Lénine, Nadezhda Krupskaya, disait toujours qu'elle était une mauvaise maîtresse de maison, qu'elle ne savait préparer que 4 plats, 4 hauts plats. Le soir, après avoir écouté sa sœur jouer une sonate de Beethoven sur ce piano, Lénine se retire dans sa chambre, seul. Lénine se reposait ici, et il y travaillait aussi quand sa santé ne lui permettait plus de se rendre dans son bureau. La disposition est très simple, pour ne pas dire spartiate, comme son lit recouvert d'un simple plaid. Ce plaid était très important pour Lénine. C'est sa mère qui lui a offert en 1915, la dernière fois qu'ils se sont vus. Il a gardé précieusement cette couverture en souvenir de sa mère toute sa vie. Le Kremlin doit être reconstruit, et Lénine en fait une priorité. Mais les caisses de l'État sont vides. En 1920, le Kremlin est encore un chantier, en fait, dans un état assez précaire. Et on décide de lancer une initiative très politique qui seront donc les samedis léninistes. Donc c'est un mouvement en théorie spontané où les travailleurs se retroussent les manches et décident d'offrir le samedi, jour de repos, du travail gratuit. Ouvriers, charpentiers, bénévoles se mettent au travail, sous l'œil de Lénine, en maître d'œuvre. Lénine en personne, lui-même, vient pour débarrasser dans les cours du Kremlin et sur la place Rouge tous les gravats et tout ce qui traîne, ce qui évidemment rend l'exemple obligatoire pour tous les autres. Lénine ne va pas profiter longtemps du Kremlin reconstruit. De santé fragile, il porte encore les séquelles de l'attentat perpétré contre lui en 1918. Victime d'AVC à répétition, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il décède le 21 janvier 1924 et c'est un véritable drame national. Au Kremlin, la famille de Lénine et les membres du parti, comme Staline, se demandent comment rendre hommage au guide de la Révolution. Et les avis divergent. Krupskaya, son épouse, voulait qu'il soit enterré, considérant qu'il n'y avait pas à le déifier ou à lui rendre un culte particulier. Mais Staline en décide autrement. Son corps est exposé dans un petit pavillon temporaire sur la place Rouge pour une cérémonie d'adieu. Staline va encore plus loin, en exigeant que le corps de Lénine soit conservé à tout jamais. Donc, on va procéder à un embaumement très moderne pour l'époque, avec des techniques tout à fait inédites et qui ont été de grande qualité puisque ce corps existe toujours. Un concours d'architectes est lancé pour ériger le mausolée qui abritera la momie de Lénine. Et le choix de l'emplacement est stratégique. Cette construction, qui devait être la plus importante du Panthéon ou de la mythologie soviétique, se fond presque dans le décor. Parce qu'en fait, c'est un édifice rouge, devant un fond rouge et empreint d'un esprit de deuil. Il s'agit d'une construction assez petite comparée aux autres projets des architectes qui, eux, proposaient d'énormes panthéons qui auraient détruit la place Rouge et surtout la vue sur le Kremlin. Lénine est donc lié au Kremlin pour l'éternité. C'est désormais Staline qui prend la tête du pouvoir contre l'avis de Lénine, qui a prévenu ses camarades du parti, dans une note cinglante, du caractère dur de Staline et de son inaptitude à lui succéder et à gouverner. Mais Staline a vent de cette note et la subtilise. Il accède donc au pouvoir sans encombre et s'enferme au Kremlin, qui devient alors une véritable forteresse inaccessible. Pour rentrer au Kremlin, il fallait obtenir un laissez-passer signé d'un des résidents du Kremlin. Le Kremlin s'est peu à peu vidé. Il régnait une atmosphère de suspicion parce que tout était suspendu
à la volonté de Staline, qui était extraordinaire. Il avait l'œil sur tout ce qui se passait partout, sur tout le monde, et c'était une surveillance permanente, même de ses plus proches collaborateurs. Staline, barricadé dans le palais du Sénat, travaille dans ce bureau à l'aménagement austère, dont la fenêtre est visible au-delà des murs du Kremlin. Et Staline avait une mauvaise habitude de travailler trop tard. Et tous les gens étaient censés rester dans leur bureau, puisque Staline pourrait prendre le téléphone pour leur demander quelque chose. Et si quelqu'un n'était pas à l'autre bout du fil, demain, il pourrait perdre sa place. De la place rouge, les gens voyaient, la fenêtre est allumée, notre chef, elle est là. C'est de son bureau que Staline décide de redessiner le Kremlin. Il ordonne la destruction de certaines églises, mais aussi des plus belles salles d'apparat du Grand Palais, le joyau du Kremlin, construit en 1849 sous Nicolas Ier. On décide tout simplement de détruire la salle Saint-Alexandre Nevski et la salle adjacente, qui est la salle du trône, l'expression du pouvoir impérial. On décide de les détruire pour les remplacer par une seule salle gigantesque qui fait plus de 60 mètres de long pour la réunion du Soviet suprême. Après 2 ans de travaux, c'est ici que le Parlement soviétique et ses 2250 députés se réunissent, dans cette salle méconnaissable où les dorures et les lustres ont disparu. Et donc, c'est une salle parfaitement banale, peinte d'un gris moyen. Totalement recouvert de lambris qui cachaient en fait les anciennes décorations. Avec un immense parterre où tous ces membres élus pour participer au congrès du parti étaient tous en rang comme une énorme salle de classe, c'est le mot qui vient à l'esprit, avec un podium où était le secrétaire général entouré des membres du bureau politique et par-dessus une statue de Lénine. Staline, alors secrétaire général du Parti communiste, est ovationné à chacune de ses apparitions à la tribune. Enivré par le pouvoir, il développe une personnalité autoritaire et tyrannique. À la moindre contrariété, Staline fait éliminer ce qui pourrait lui faire de l'ombre. Las d'assister à cette répression de masse, sa jeune épouse, Nadiejda Alilouyeva, commet l'irréparable, le soir même de la célébration du 15e anniversaire de la Révolution. C'était une fête au Kremlin, et donc l'atmosphère est assez gaie, mais tendue à la fois. Et donc Nadiejda, elle, était quand même de plus en plus en train de penser à se séparer de son mari. Elle voulait reprendre des études. Il y a des insultes qui sont échangées. En tout cas, lui, il s'adresse très grossièrement à elle. Sale épouse. Et donc, elle se retire. Elle va dans sa chambre où elle se tire une balle dans le cœur. Évidemment, on ne va pas dire elle est morte au Kremlin, elle est morte en se suicidant. Alors, le suicide, c'est un gros problème. Aux yeux de l'idéologie soviétique, c'est une forme de désertion. Pour Staline, ce suicide est un aveu de faiblesse s'il vient à être rendu public. On déclare alors que sa femme a succombé à une appendicite. Des obsèques nationales sont organisées. Staline feint le plus grand chagrin. Ce suicide reste un des secrets les mieux gardés du Kremlin pendant plus de 60 ans. Suite au drame, Staline préfère dormir dans sa maison de campagne à quelques kilomètres de Moscou. Et il délaisse le Kremlin, où il ne revient que pour travailler ou pour assister à des défilés sur la place Rouge. Un beau jour, d'après la légende, en 1935, donc Staline jette un coup d'œil et voit encore ces aigles bicéphales qui sont massifs, qui sont énormes. Ces aigles sont les derniers symboles de la monarchie. Et ils sont toujours bien visibles sur les tours du Kremlin.
Et cette vision, ces aigles sur la place rouge, avec les engins militaires soviétiques qui défilent, est irritante pour le simple communiste, mais aussi pour le maître du pays. Le 7 novembre 1935, le Conseil des commissaires du peuple publie un décret sur le démontage indispensable des aigles bicéphales. Des énormes grues sont fabriquées afin d'enlever les aigles des tours du Kremlin. Il faut à présent les remplacer. L'emblème de l'Union soviétique est alors la faucille et le marteau. On y hisse ces étoiles en acier recouvertes de 68 kilos d'or. Mais au bout d'un an, elles rouillent. En 1937, elles sont remplacées, modifiées et dotées d'un éclairage interne. Les nouvelles étoiles sont faites en métal et en verre teinté couleur rubis. Elles fonctionnent comme des girouettes. Elles tournent facilement avec le vent. Ces étoiles rouges, ces 4 étoiles du Kremlin, vont symboliser aussi le triomphe de la Révolution et du mouvement communiste international. Aujourd'hui, elles n'ont plus cette connotation politique et sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, tout comme le Kremlin. Et alors que les étoiles rouges brillent à la tombée de la nuit, dans les sous-sols du Kremlin, Staline emprunte des tunnels secrets pour rejoindre sa datcha en dehors de Moscou. Sous le bureau de Staline, dans ce palais du Sénat, dans les légendes très tenaces, il y a l'idée qu'il y a une station de métro, tout simplement, ou même une ligne secrète qui permet donc de circuler. Et évidemment, on peut évacuer le leader. Ce film de fiction soviétique donne une idée de l'aspect des lieux. Le passage secret passe sous les tunnels et le métro de Moscou. Il part du Kremlin pour aboutir au stade d'Izmaïlovo, 15 km plus loin. Sous les tribunes se trouve en fait l'entrée du bunker de Staline. C'est ici que Staline peut coordonner la défense de l'URSS en cas d'attaque. Le 21 juin 1941, alors que la Wehrmacht est aux portes de Moscou, le gouvernement soviétique évacue en hâte le Kremlin et se réfugie à Kuibychev, à 900 km de la capitale. Mais Staline refuse de quitter le Kremlin, d'où il dirige les opérations militaires avec son état-major, alors que la ville est en état de siège et la forteresse est la cible de raids aériens. Il va y avoir une opération absolument extraordinaire qui va consister à camoufler le Kremlin. Alors on peut évidemment se demander comment ça a pu être possible, parce que 28 hectares à camoufler, c'est difficile. Donc on a comme une sorte de trompe-l'œil avec des bâches, des tentes ont été installées, des fausses maisons ont été peintes. Par exemple, au Kremlin, tous les toits sont verts. Du coup, ils peignaient en trompe-l'œil les toits en rouge ou en gris. Et de l'autre côté de la Moskova, ils ont peint en trompe-l'œil un autre Kremlin. Du coup, à partir d'août 1941, les Allemands bombardaient l'autre côté de la rivière. Ça va marcher. C'est vraiment un épisode qui semble inouï, incroyable, d'y être parvenu, mais ce sera le cas. À la fin de la guerre, on déplore très peu de dégâts au Kremlin. On ne dénombre que 9 bombes et aucune n'explose. Malgré des pertes humaines considérables, 27 millions de morts, la victoire des Soviétiques sur les nazis est célébrée en grande pompe sur la place Rouge, au pied du Kremlin. Deux ans plus tard, tous les murs de l'enceinte du Kremlin, jusqu'alors en briques recouverts de chaux blanches, subissent une transformation capitale. En 1947, pour le 800e anniversaire de la fondation du Kremlin et de Moscou, on va recolorer en rouge, donc soit nettoyer certaines briques, soit les colorer en rouge lorsqu'elles étaient trop abîmées, pour donner à l'ensemble cette tonalité désormais rouge au sens de soviétique. À la fin de sa vie,
Staline déserte le Kremlin. Craignant d'être assassiné, il vit dans une de ces 3 datchas sans jamais préciser où il se trouve. Le 5 mars 1953, il meurt d'une attaque cérébrale dans sa maison de Kuntsevo. Mais à l'époque, il est impensable que le leader meure hors du Kremlin. C'est donc dans le plus grand secret que son corps est ramené au palais. Staline est à son tour embaumé et son corps est exposé à côté de la momie de Lénine dans le mausolée au pied du Kremlin. Staline a été considéré comme le père du peuple. Et quand il est mort, c'était une tragédie humaine immense. Il y a des gens, sincèrement, sont venus s'incliner devant lui. Et il a eu une telle foule qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient écrasés par cette foule. Mais un homme va mettre un terme à ce culte démesuré de Staline. Il s'agit de son successeur, Nikita Khrouchtchev. La dépouille de Staline sera retirée du mausolée au moment de la déstalinisation, où justement Khrouchtchev aura beau jeu de s'en prendre au culte de la personnalité, de considérer que Staline a commis des crimes vis-à-vis du peuple soviétique et qu'il ne mérite plus de rester aux côtés du fondateur de l'État. En 1961, Staline est discrètement déplacé et enterré derrière le mausolée, le long du mur du Kremlin. Avec Nikita Khrouchtchev à la tête du pays, le Kremlin renaît et s'ouvre au public. En 1955, une foule de visiteurs curieux afflue et découvre le musée du Kremlin, fondé en 1806, mais resté fermé depuis la révolution bolchevique. Une collection de 4000 objets est exposée, qui comprend armes, vaisselle d'or et d'argent, calèches, objets et tenues de sacre, ou encore œufs de Fabergé, dont les tsars étaient collectionneurs. C'est ce même Khrouchtchev qui fait du Kremlin un lieu de réception fastueuse, où l'on reçoit l'élite du pays ainsi que des invités de marque. En décembre 1956, Yves Montand se rend en URSS pour une tournée de concerts, accompagné de Simone Signoret. Et quand leur avion atterrit à Pulkovo, à Moscou, ils sont accueillis par les flashs qui crépitent des photographes. Il y a 300 journalistes, reporters, soviétiques, mais aussi du monde entier. Le couple est invité à dîner par Nikita Khrouchtchev une première fois. Séduit, le leader les convie au réveillon du Nouvel An. Une grande fête qu'il organise chaque année au Kremlin, dans la plus belle salle d'apparat du Grand Palais, la salle Saint-Georges, qui, elle, a été épargnée par la destruction sous Staline. Nikita Khrouchtchev a placé les Français à sa table. Quand les 12 coups de minuit sonnent, Simone Signoret se tourne d'abord vers son mari, qu'elle embrasse, et quelle n'est pas sa surprise de se voir aussi prise par Nikita Khrouchtchev, qui, lui, l'embrasse à la soviétique, c'est-à-dire sur la bouche, pour lui souhaiter une nouvelle année. Pendant cette période d'apparente ouverture au monde, alors que le pays est en pleine guerre froide, Khrouchtchev modernise le Kremlin. Khrouchtchev va faire construire le palais des congrès, qu'on appelle ainsi parce qu'il doit abriter les congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. En 1960, l'appel à projet est gagné par Mikhail Possokhine. Il entame la construction d'un bâtiment d'un style très inattendu, mais complètement en phase avec l'image souhaitée du pays à cette époque. Un pays ouvert, donc beaucoup de verre transparent, et qui apprécie les traditions, donc beaucoup de marbre blanc. Et donc, dans ce Kremlin tellement ancien, apparaît un bâtiment fondamentalement moderne et novateur. Ce palais, c'est vraiment le cœur du nouveau pouvoir, pourrait-on dire, mise en scène, puisque les délégués viennent assister au congrès, prennent la parole dans des sessions interminables. C'est dans cette même salle qu'ont lieu les premiers affrontements entre Mikhail Gorbatchev
et Boris Yeltsin, et qui vont conduire à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Avec la naissance de la Fédération de Russie et l'élection du président Boris Yeltsin, c'est encore une nouvelle vie qui s'offre alors au Kremlin. Chaque année, près de 3 millions de visiteurs franchissent les portes du Kremlin, qui n'est plus ce palais fermé et interdit, voulu à l'époque par Staline. Les cérémonies de la garde présidentielle qui s'y déroulent sont très suivies par les touristes, tout comme les spectacles qui ont lieu dans l'impressionnant palais des Congrès, autrefois réservé pour les meetings politiques et qui aujourd'hui accueille les plus grandes stars internationales. Parmi elles, de nombreux Français comme Jean-Michel Jarre, Lara Fabian, sans oublier la plus populaire d'entre elles, ici en Russie, Mireille Mathieu, une habituée du Kremlin. Ce 9 mai 2020, devant la flamme du soldat inconnu, le président Vladimir Poutine est seul. En raison de l'épidémie du coronavirus, la parade militaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a lieu habituellement en grande pompe sur la place Rouge, est réduite au strict minimum, pour la première fois de son histoire. Chers amis, nous sommes au pied du Kremlin, un lieu sacré pour chacun d'entre nous. Ici brûle nuit et jour la flamme en souvenir de nos morts partis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est notre mémoire, notre fierté, c'est l'histoire de notre pays. Bonne fête de la victoire à vous tous. Ура! Seule la garde présidentielle est aux côtés de Vladimir Poutine. Des gardes dont la démarche est unique. C'est un rythme lent, mais avec une grande amplitude de levée des jambes. On l'appelle parfois le pas de Nicolas, parce que c'est sous Nicolas Ier que le tempo du pas cadencé de cette unité est créé. La garde présidentielle de la Nouvelle-Russie est en charge de la sécurité du Kremlin. Créé il y a 85 ans, ce régiment est entièrement refondé en 2002. À droite, alignement! En avant! Marche! Il garde ses origines cosaques et renoue avec le passé impérial et ses traditions militaires. Dans le régiment, il y a l'unique et seule cavalerie du pays. Une cavalerie d'escorte équestre. Il n'en existe nulle part ailleurs en Russie. C'est presque comme un ballet, ou comme les soldats de plomb dans exactement la même forme, la même taille. Garde à vous! Au pas de loi! C'est quelque chose qui est ancien en Russie et qui est lié au modèle prussien. L'uniforme de cérémonie rappelle l'uniforme que portait la garde sous le dernier empereur, Nicolas II. Tous les gardes de la garde présidentielle sont tenus de regarder le chef d'État sans le quitter des yeux. C'est-à-dire qu'ils ont ce mouvement assez particulier de le suivre du regard et du visage. Seuls les soldats placés aux extrémités des rangs regardent devant eux, alors que tous les autres suivent du regard le chef de l'État. En 1991, le chef de l'État de la toute nouvelle Fédération de Russie est Boris Yeltsin. Il succède à Gorbatchev et s'installe dans un Kremlin marqué par 70 ans d'austérité soviétique. Il découvre alors des bâtiments qui ont besoin d'être sauvés. Tout a commencé en 1993, quand Yeltsin m'a nommé à la tête des affaires générales de la présidence. Le Sénat était en mauvais état, le Grand Palais était en ruine, même les toilettes ne fonctionnaient plus. Tout était en décrépitude. Le Grand Palais glissait de 5 cm par jour vers la Moskova. Il allait tomber.
La salle Saint-André, Saint-Alexandre, Saint-Georges, tout était en ruine. J'ai fait venir tous les chefs de chantier. Et ils m'ont dit qu'on en aurait pour 5 ans. Je retourne voir Yeltsin qui me dit « Non, je ne vais pas faire un 3e mandat. Je vous donne 2 ans et 1 mois. » Boris Yeltsin fait restaurer le Kremlin. Il ordonne la destruction de la gigantesque salle du Soviet suprême, construite dans les années 30 par les Soviétiques, et fait reconstruire à l'identique les 2 salles d'apparat du Grand Palais qui existaient auparavant à cet endroit. Le coût total de la reconstruction du Kremlin est de 800 millions de dollars, soit 8 000 $ le mètre carré. Le Grand Palais, c'est 28 000 mètres carrés. Officieusement, ça a coûté 3,6 milliards de dollars. Ça fait 125 000 $ le mètre carré. Parce que moi, j'ai eu de la feuille d'or, pas de la vulgaire peinture dorée. Plus de 150 entreprises russes et étrangères travaillent 24 heures sur 24 pendant 3 ans à la reconstruction du Grand Palais. C'est aussi l'occasion d'effacer certains vestiges de l'époque soviétique, comme ce tableau avec Lénine au centre debout, lors d'une réunion du Comintern. Yeltsin a dit non, il faut changer, il faut mettre Lénine dehors. Et on a commencé à chercher un tableau qui représenterait la Russie. Et ce tableau, on l'a trouvé à l'ambassade soviétique à Paris. C'est une scène de bataille très bien représentée, très pathétique, très patriotique. C'est une œuvre qui devait, dans l'esprit de Yeltsin, représenter la renaissance de la nouvelle Russie. Et cette renaissance passe aussi par la restauration du rôle historique de la Russie sur l'échiquier politique mondial. Le 9 mai 1995, Boris Yeltsin reçoit au Kremlin, pour les 50 ans de la victoire sur les nazis, un parterre de chefs de l'État étrangers. À cette occasion, François Mitterrand y fait son tout dernier discours en tant que président. Ça, c'est assez important parce qu'il y a eu une longue période où les Occidentaux considéraient qu'il n'y a même plus à inviter la Russie dans des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même une malhonnêteté historique absolue et extravagant. Enfin, c'est une victoire des alliés occidentaux, Grande-Bretagne et États-Unis, et de l'URSS. Je suis venu saluer, président Yeltsin, vos morts. Il a prononcé un discours qui a énormément ému les Russes. Je sais qu'on a le respect des morts en Russie, et plus encore lorsque cette mort s'identifie au sacrifice pour la patrie. La liberté et la paix ne seront sauvegardées, laissez-moi vous dire ma propre conviction, que par la démocratie, c'est-à-dire que par l'avènement des peuples, de tous les hommes, au choix de leur destin. C'était un moment de l'histoire. L'homme disait un peu son testament politique. C'est le concours de circonstances a voulu que cet acte se passe à Moscou, au Kremlin. Un Kremlin qui retrouve sa puissance et son faste. Et c'est dans le Grand Palais enfin restauré que le successeur de Boris Yeltsin reçoit en grande pompe. Mais parfois, les invités se permettent quelques fantaisies. En novembre 2008, le leader libyen Mouammar Kadhafi installe sa tente en soie verte dans les jardins du Kremlin. C'est ici que Vladimir Poutine, Mouammar Kadhafi et Mireille Mathieu se sont retrouvés juste après le concert de la chanteuse française. Véritable star en Russie depuis 50 ans, elle se produit chaque année sur la place Rouge et aussi au Palais des Congrès du Kremlin. Mireille Mathieu. Car le Kremlin possède sa propre salle de spectacle à l'intérieur des remparts. L'ancien palais des congrès du Parti communiste
est rénové en 2013 et avec ses 6000 places, c'est aujourd'hui la scène principale du pays qui accueille 1,5 million de spectateurs par an. Le théâtre du Kremlin, dans lequel évidemment les grands artistes du Bolchoï se sont succédés sur la scène et bien d'autres artistes, c'était évidemment un grand honneur de pouvoir jouer sur cette scène. On oublie très vite que c'était le siège du parti. Merci. Aujourd'hui, de nombreux artistes français s'y produisent. Comme Lara Fabian. Et le Kremlin, il y a ce côté à la fois de sentiment d'extrême puissance et puis en même temps, comme artiste, je dirais aussi une extrême culture. C'est ça qui est très frappant au Kremlin. Et à l'intérieur du Kremlin, on a l'impression qu'on est invulnérable. Chaque forteresse a sa place forte. Et le Kremlin ne serait pas ce qu'il est sans la place rouge, ou plus exactement, la Belle Place. Car le nom de la place rouge ne vient pas de la couleur des murs rouges du Kremlin, ni de celle des communistes. Rouge signifie en russe ancien « beau ». Chaque personne qui vient en Russie et à Moscou considère que c'est un passage obligatoire d'aller sur la place rouge. Pour nous, c'est dans nos gènes. C'est la place principale de notre pays. C'est là qu'il y a les événements les plus importants et les fêtes. Quand on est sur la place rouge, peu importe le temps, on est immanquablement attiré par la cathédrale Saint-Basile. C'est une des merveilles du monde avec ses couleurs éclatantes, construite sous Ivan le Terrible. Sous les tsars, c'est une place commerçante très animée, sur laquelle les souverains aiment parader au milieu de la foule. Du temps de l'Union soviétique, on ne pouvait pas circuler beaucoup là-bas, puisque c'était tout près du Kremlin. Et les dirigeants de pays montaient sur le mausolée de Lénine. La place rouge est alors la tribune publique du Kremlin pour ses démonstrations de pouvoir. C'était une tribune d'où il saluait la foule. La place rouge a été utilisée du temps de l'Union soviétique pour les grands défilés militaires, mais qui étaient suivis par le défilé de la population, qui pouvait durer de 3 heures. C'était vraiment un moment de festivités très important. Aujourd'hui, la place rouge est redevenue, comme ça a été jadis, le centre de la vie. Le Kremlin n'a pas fini d'écrire son histoire, mais aussi de révéler celle qui s'est déroulée entre ses murs. En 2016, la présidence ordonne que l'on démolisse le bâtiment 14 dans l'enceinte du Kremlin. Un bâtiment administratif construit par les soviétiques dans les années 30 et dont l'architecture n'a laissé personne nostalgique. Les travaux permettent de faire pour la toute première fois de son histoire des fouilles archéologiques. Ils ont trouvé plus de 6000 objets uniques. Des bijoux de femmes, ainsi que des hameçons de pêcheurs, des sabres et des épées. Finalement, les archéologues ont trouvé des restes de maisons en bois du XIVe siècle. Ces fouilles ont permis de retrouver des vestiges des Français qui étaient là en 1812. On a trouvé des sabres, on a trouvé des bouteilles du vin, malheureusement vides, mais il y a beaucoup de choses qui rappellent justement cette présence des Français il y a 2 siècles. Mais il y a encore une chose qui est un énigme qu'on n'a pas encore pu résoudre, c'est la bibliothèque d'Ivan le Terrible. Ivan le Terrible avait une bibliothèque exceptionnelle. On va chercher cette bibliothèque qui doit être cachée quelque part dans les souterrains, parce qu'il y a beaucoup de souterrains à Kremlin qui étaient construits encore au Moyen-Âge, et on n'a pas encore trouvé.
Sous les pavés du Kremlin, sous ces strates, nous sommes en train d'en apprendre encore plus sur notre propre histoire, notre pays. Vladimir Poutine soutient ardemment ces fouilles, qui sont un moyen d'inscrire encore plus profondément l'histoire de la Russie dans les entrailles du Kremlin. Notre voyage en Russie se termine. Et j'espère que la découverte du Kremlin vous a permis de mieux comprendre les grandes heures et les grands personnages de ce lieu unique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt sur France 2 pour la découverte d'autres lieux de pouvoir.